maintenant sur TPT+. Place Journal. Ravi de vous retrouver afin de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Est-ce qu'un État devrait être gouverné sous le prisme d'une ville, soit-elle la ville capitale politique? N'est-ce pas que la culture du développement devrait prôner la décentralisation des décisions et de délivrance des pièces administratives vitales? Mais il nous semble que le Congo est gouverné sous le prisme de Brazzaville, sa capitale politique. Dans ce papier éditorial, Tiv Chivongo en parle. La capitale, selon le dictionnaire, c'est la ville où siège le gouvernement et le pouvoir législatif de l'État. Pour le cas du Congo, notre pays, sa capitale, c'est bien Brazzaville, là où siège justement notre gouvernement et notre pouvoir législatif. En effet, là où siège le pouvoir politique, là où se prennent les décisions qui président aux destinées de toute la République. Faudra-t-il donc comprendre par là que la capitale politique doit concentrer tous les services et institutions étatiques et presque toutes les signatures administratives propres au développement intégral du citoyen tel qu'il soit, lorsqu'on sait que jusqu'ici, les papiers de la retraite s'obtiennent à Brazzaville, les arrêtés de recrutement dans la fonction publique à Brazzaville, l'évolution de la carrière, entendu, classement, reclassement, échelon, ancienneté, prime, congé, affectation, nomination, bref, la plupart des avantages professionnels, il faut faire le déplacement de Brazzaville pour aller, s'il vous plaît, négocier. C'est le terme qui convient. Négocier ce qui devrait se faire automatiquement par les commis de l'État employés à cette tâche. L'on n'a pas perdu de vue que la délivrance des diplômes des différents examens d'État, c'est aussi à Brazzaville. Les inscriptions à l'université et même les études universitaires à Brazzaville. Les bourses d'études à Brazzaville. Le permis de conduire à Brazzaville. Le passeport à Brazzaville. Non, à Pointe-Noire désormais. Heureusement. Mais certainement, il faut toujours aller à Brazzaville si vous voulez l'avoir expresso. Et vous pouvez compléter la liste des autres pièces que l'on n'a pas mentionnées ici, s'il y en a. Au point que Brazzaville se trouve être comme mystifié par les autorités publiques. Une mystification aux allures d'un complexe de supériorité. Ce complexe, tel une épidémie, a contaminé bizarrement la quasi-totalité des citoyens congolais des autres départements qui ne jurent que sur Brazzaville, d'où viendra leur salut. C'est pourquoi, très certainement, le président de la République, pour démystifier cette gouvernance du pays sous le prisme de Brazzaville, signe bien souvent maintenant certains dossiers depuis la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette. Preuve qu'on peut signer un document même au village. Ce n'est pas tant le lieu qui compte, mais l'authenticité de la signature dans le respect des processus administratifs qui y sont attachés. Décentraliser les services étatiques et les signatures y afférentes pour décongestionner administrativement Brazzaville, c'est d'abord rendre effective cette loi inhérente à la décentralisation, puisque déjà votée par nos parlementaires, et ainsi décomplexer ce complexe de supériorité qui ne dit pas son nom, démystifier Brazzaville et les adeptes de cette mystification, aider les Congolais à faire des économies avec l'argent qu'ils dépensaient à payer les hôtels, les billets d'avion, de train, de véhicules, bref, de séjour à Brazzaville avec tous les frais officiels et officieux qu'il faut débourser pour rentrer en possession de tel ou tel papier administratif. Le Congo, ce n'est pas seulement Brazzaville, s'il vous plaît, mais c'est aussi Pointe-Noire, sa capitale économique, c'est tout aussi le Kwilu, le Nyari, la Bouenza, la Lekumu, les plateaux, le Poul, la cuvette ouest, la Sanga et la Likwala. Car l'égalité des chances de développement dans un État
c'est aussi l'effectivité de la politique salutaire de la décentralisation. Gouverner le Congo sous le prisme de Brazzaville doit être à l'origine de bien des dégâts socio-professionnels, éducatifs et économiques incalculables qui frisent l'insouciance du peuple. Rien à voir avec ce qui précède. Dans les mesures à respecter pour éviter la contamination du coronavirus Covid-19, il y a le port de la bavette médicale ou pas. Mais bizarrement, la bavette médicale vendue à 500 francs en pharmacie est à ce jour soldée à 50 francs, voire 25 francs, tantôt étalée à même le sol. Dans ce reportage, Chivongo s'interroge sur le comment est-ce que la bavette médicale a-t-elle été dévaluée, et cela au su et au vu de tous. Suivons. La bavette médicale, produite par des laboratoires pharmaceutiques, donc vendue strictement et normalement qu'en pharmacie selon les normes de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, se trouve aujourd'hui vendue à la criée dans presque tous les coins et recoins de la ville capitale économique, et par n'importe qui, s'il nous plaît. Ça nous a quand même surpris. Et vendu à quel prix? 50 francs CFA lorsqu'il s'agit de la bavette de couleur bleu ciel. Et 100 francs CFA, celle de couleur noire. Et même là, nous avons essayé de comprendre le pourquoi de cette différence des prix. Ça c'est 100 francs et l'autre 50 francs. Nous achetons au prix de gros à 2500 francs et 1500 francs. Et si nous vendons ceci à 50 francs, on n'aura pas de bénéfice. Ce qu'on achète à 1500 francs, nous le vendons à 50 francs l'unité. Vous avez compris la raison. Mais certainement, les grossistes des bavettes ou les membres de ce réseau ont une autre raison qui fait que la bavette noire soit vendue à 100 francs CFA. Alors, comment sommes-nous arrivés là, à ce non-respect de la norme sanitaire qui voudrait que la bavette en tant que produit pharmaceutique soit uniquement vendue en pharmacie et peut-être même sur prescription médicale? D'où proviennent ces bavettes soldées? Qui en est le fabricant? Le grossiste? Le livreur? Qui a créé ce circuit qui semble mafieux au point de l'officialiser au su et au vu des autorités compétentes? Et que dit l'ordre des pharmaciens du Congo? Ne serait-ce pas ces nombreuses cargaisons de bavettes dans des pays amis du Congo destinés aux Congolais qui auraient pris d'autres circuits au point de se retrouver au marché et liquidés à 50 francs CFA? Mais qui en profite réellement? Le gouvernement ou un réseau de mafieux? Si jamais c'est déjà de la mafia dans cette affaire. Lorsqu'on sait qu'il est déjà arrivé que des objets reçus en dons pour être remis aux populations tout aussi en dons se retrouvent soldés dans les marchés de la place. Et puis, autant cette dévaluation de la bavette médicale arrange certainement à fort pourcentage les populations congolaises à revenus précaires, autant cette dévaluation est une sorte de concurrence déloyale aux bavettes artisanales confectionnées par nos artisans, sous autorisation, s'il vous plaît, officielle des autorités sanitaires, lesquels, donc, nos artisans, commençaient à s'en sortir économiquement en cette période si difficile de traverser d'une double crise économique et sanitaire. Hélas. On ne peut plus faire parce que médicalisé est arrivé et c'est vendu à 100 francs, 50 francs. Si toi tu fais artisanat, qui va acheter ça chez toi? Qui va laisser un truc de 50, de 100 francs pour aller acheter à 200, à 300? Et encore ici au Congo, ça ne marchera pas. C'est vraiment un gagné pour la population. Dans la rue, 50 francs, tu achètes et tu es parti. Et moi, j'accroche ça au bord du goudron, je te dis 150, 200. Et c'est toi tu vas acheter. Tu ne peux pas acheter. Parce que l'autre vendeur est déjà médical même, à 50. Donc tu vas laisser médical et aller acheter artisanal à 200, jamais. Le choix est clair. La bavette artisanale médicale est vendue à 50. Et tu me dis de me faire maintenant les bavettes artisanales et vendre ça à 50. Voilà que l'élastique, le mètre coûte 50. Mais ça ne peut pas marcher. Donc mieux vaut que je reste encore à la maison avec madame, je prends le bissap, je mets au bord du goudron, je m'assois et je vends, c'est encore mieux. On achète aussi l'élastique. Il faut acheter aussi la doublure. Parce que la bavette, il faut doubler, il faut coller encore. Donc il n'y a pas match. Lorsque la normale ne dérange plus personne dans une société, les fidèles de la religion, du culte de la normalisation se poseront certainement la question de savoir lesquels dirigent cette société.
La bavette médicale, vendue à ciel ouvert, donc exposée à toutes les intempéries et à même le sol parfois, à 50 francs CFA, normalisée et légalisée, devrait interpeller tout le monde pour dire il y a un ça ne va pas quelque part. Au quartier Luanzili, dans le secteur du CG Mouy-Poiti, le manque de bacs à ordures contraint les habitants de ce quartier à jeter leurs ordures ménagères aux abords du mur de clôture de ce CG, empêchant ainsi les élèves à bien suivre leurs cours compte tenu des odeurs nauséabondes. Cette pollution dérange également le voisinage direct. C'est un coup d'œil de Prince Azoka. Les élèves du CEG Dr Mouy-Poiti-Zéphirin et les habitants de ce quartier du 4e arrondissement Luanzili respirent les odeurs nauséabondes dues à cette poubelle publique érigée le long du mur de clôture de cet établissement scolaire public. Les pluies diluviennes qui vont s'abattre sur la capitale économique menacent de faire tomber ce mur si l'on ne tient pas compte de l'état d'avancement du danger qui guette ce mur. S'il vous plaît, dans cette poubelle du CEG Mouy-Poiti, un chien en putréfaction empêchant ainsi l'apprentissage des élèves dans les conditions acceptables. Devant une poubelle pareille, comment ne pas penser que cette pollution endommagerait la santé des élèves, des cadres du Congo de demain? Les habitants de ce quartier déplorent le manque de bacs à ordures dans cette zone, ce qui donne ipso facto ce résultat que tous déplorent. Ça ne pouvait pas en être autrement. Ngoma Mavungo Jean-Baptiste, chef du quartier du CQ 401, lance un SOS aux autorités compétentes. Il faut que les autorités, les pouvoirs publics puissent doter les populations de bacs à ordures. Là où se trouve la poubelle à côté, il n'y a pas de bac à ordures. Mais les populations, on n'est pas au village. Les ordures ménagères, ces populations vont les jeter où? C'est ça le problème. Donc, il serait souhaitable, il est souhaitable que les autorités, les pouvoirs publics puissent doter les populations de bacs à ordures. Et puis veiller à ce que les gens de les camions de la voirie viennent tout le temps régulièrement ramasser ces ordures. Parce que si on ne les ramasse pas régulièrement, les ordures s'entassent et finalement les ordures vont déborder, vont tomber au sol. Donc si vous avez constaté qu'il y a une poubelle là-bas, c'est qu'il n'y a pas de bac à ordures là-bas. Mais les populations vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces ordures-là? C'est ça le problème. Donc, Le conseil municipal étant actuellement en session, le problème de cette poubelle sera certainement mis sur la table. Nous osons croire et une délibération sera prise pour une opération musclée de salubrité pour que vive la santé de ces élèves du CEG Mouy-Poiti, l'assurance de la relève congolaise, des bonnes conditions d'études, ils méritent bien. Poursuivons ce journal. La stèle de Jean-Félix Tikaya, ancien homme politique congolais, fut également l'un des pères fondateurs du Congo indépendant, fait son plaidoyer suite à l'état insalubre de son monument érigé au rond-point de Luanzili en face de l'hôpital général de Luanzili. Suivez ce plaidoyer rendu par Ramatidiane. Chers citoyens congolais, chères autorités congolaises, je me suis trouvé obligé de faire moi-même le plaidoyer de cette stèle que vous avez bien voulu ériger en ma mémoire. Moi, Jean-Félix Tikaya, feu vétéran politique, je suis né le 9 novembre 1903 à Libreville, décédé le 16 janvier à Pointe-Noire. Je fus, pour ceux qui ne le savent pas, l'un des pères fondateurs de notre chère patrie, le Congo, premier parlementaire du Moyen Congo et du Gabon à l'Assemblée constituante française, fondateur de la première formation politique de l'histoire du Congo, à savoir le Parti progressiste congolais PPC, député du département du Moyen Congo du 10 novembre 1946 au 4 juillet 1951. J'ai servi le pays, hélas. Voilà comment est-ce que vous me sabotez. Ce monument érigé, semble-t-il, en mon honneur, juste au rond-point Luanzili, laisse à désirer pour une personnalité de mon rang.
Ne respectez-vous plus ceux qui ont vécu? Ou faudra-t-il qu'on se réveille pour prendre, nous, soin de cet environnement devenu depuis insalubre parce que gagné par les déchets de tout genre, comme vous le constatez? L'amortissement de ce petit mur en fer n'inquiète personne, alors personne. Tout se passe comme si personne ne voit ces tas d'immondices, ces herbes qui poussent allègrement, ces carreaux qui commencent à perdre déjà leur éclat, faute justement d'entretien, au point qu'on vient de vomir sur nous par des sans-foi ni loi. N'est-ce pas la profanation de notre dernière demeure? Pourquoi donc avoir érigé cette stèle si on savait que c'est pour nous abandonner dans les vomissures? Alors, si j'étais une de vos maisons ou votre voiture, pensez-vous que c'est de cette façon que vous m'auriez entretenu? Si dans notre pays nous savons rendre hommage à ceux qui nous ont colonisés, chose d'ailleurs à encourager pour faire connaître à nos futures générations l'histoire de notre pays, pourquoi pas également faire autant pour nous qui avions tant soit peu voulu voir ce pays en paix justement, en vue de travailler à le développer mentalement et socio-économiquement. Tenez, Jean-Félix Tikaya, mais je suis en moi-même déjà un site touristique. Si vous me valorisez, les touristes viendraient de par le monde pour être abreuvés, par exemple, de l'histoire du premier parlementaire congolais. En tout cas, je n'avais pas un jour spécial pour me faire beau, pour vous qui attendez le jour de ma commémoration pour rendre ma stèle salubre. Non, on peut tenir nos milieux de vie dans la stricte propreté. J'en ai terminé. La loi est le maître mot propre à réguler la vie des sociétés tous azimuts. Au point qu'on dise nul n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi. L'on comprend par là qu'il nous faut certainement vénérer ou rendre culte à la loi pendant que certains humains attendent qu'on leur rende un culte. Notre reporter Tive Chivongo a soulevé cette problématique. Suivons. La vie est faite des principes et des normes pour que le vivre ensemble soit exempt des troubles de toute nature, du genre qu'il y ait des forts qui dominent sur les autres au point que justement leurs semblables soient comme obligés de leur rendre un culte, dit culte de la personnalité, pour prétendre une nomination, un appui financier, une protection, en effet, un certain bien-être dans la société. Alors que le bien-être ne dépend pas et ne doit pas dépendre d'un quelconque culte rendu à une personne de chair et de sang, rendu à son semblable. Peut-être par ignorance de l'essence du concept culte de la personnalité. Le culte de la personnalité veut dire en politique encensement excessif d'un chef d'État dans un régime totalitaire. Ce n'est pas le cas pour nous puisque le Congo est un régime démocratique. Mais le culte de la personnalité veut aussi dire par extension flatter quelqu'un avec excès, par bassesse ou par intérêt. Et là, hélas, se retrouvent nombre de nos compatriotes, au point qu'on se demande par où sont passés nos cadres, technocrates et élites. Ont-ils tous fait allégeance à la religion du culte de la personnalité? Tout porte à le croire au vu et au su de la pratique politique dans le pays. Le culte de la personnalité ne peut confronter une république bananière. Le temps est au changement radical de paradigme si l'on veut réellement jouir de la vie dans notre pays et léguer aux générations futures un état de droit. Le culte de la personnalité doit disparaître de nos mentalités, de la pratique politique pour faire place au culte de la loi. Ce culte qui ne vénère pas une personne, mais la loi, et la loi seule. La loi, justement, c'est un ensemble de règles, d'obligations écrites et prescrites ou tacites, auxquelles les personnes dans un État se doivent de se conformer, s'il vous plaît, de se conformer. La loi veut aussi dire puissance, autorité, et dire que personne n'est au-dessus de la loi, telle qu'elle soit. Tous, dans un État, devraient jurer que par la loi, devraient vénérer que la loi, magnifier que la loi, rendre culte qu'à la loi, se convertir, s'il vous plaît, à la religion ou devenir un adepte du culte de la loi.
C'est cela la puissance véritable d'un État. La loi est impersonnelle. Elle vous fait du bien quand vous lui avez respecté, quand vous lui avez rendu culte. Et elle vous châtie lorsque vous la foulez aux pieds, au profit des antivaleurs tous azimuts. La loi n'a pas de couleur d'une peau, de langage d'une ethnie, de visage d'une famille quelconque, de nom d'une personnalité politico-militaire et judiciaire. En tout cas, la loi ne mange pas pour dire qu'à cause de la famine ou de la pauvreté, elle s'est laissée corrompre. Notre bien-être intégral est assujetti au culte de la loi. Lorsque tous les Congolais, du sommet à la base, de la base au sommet, comme aime dire le président de la République, commenceront à rendre culte à la loi, nous verrons tomber des vices comme le repli identitaire, le tribalisme, la corruption, la concussion, la fraude, la tricherie, le népotisme, le clientélisme, la gabégie, le braconnage, la déforestation, la délinquance juvénile et sénile, le raquetage. Bref, vous pouvez compléter la liste, le culte de la personnalité bien plus n'aura plus droit de citer dans notre pays. Le gouvernement Makosso a fort à faire pour éradiquer le vice du culte de la personnalité, ce faux culte qui n'a pas avancé le pays il y a des décennies entières, à l'effet de faire le lit du culte de la loi, ce culte qui développe les nations. Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara se tient à Ouagadougou alors que les Burkinabés espèrent enfin la matérialisation de la vérité. Plus d'informations dans ce reportage d'Africa News. Au premier jour du procès du défunt président burkinabé Thomas Sankara, il fallait faire la queue pour avoir sa place dans la salle d'audience d'un tribunal militaire de Ouagadougou. Les Burkinabés veulent enfin savoir comment est mort le capitaine président le 15 octobre 1987. Qu'est-ce qu'on attend? La vérité. Que justice soit rendue et que de permettre aux familles de Sankara et de ses compagnons de pouvoir enfin faire le deuil. Il y a trop de nœuds dans les gorges, il y a trop de pierres lourdes dans les cœurs. Et il faut arriver à s'en défaire, même si ce n'est pas totalement, au moins soulager les uns et les autres pour qu'on puisse regarder l'avenir ensemble. Principal accusé, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré a boudé le procès. Pas surprenant pour la veuve de Thomas Sankara. Il devrait être là. Il devrait avoir le courage d'être là. Mais bon, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Ou il fuit la vérité. Outre l'exilé d'Abidjan, 13 autres personnes, dont le général Gilbert Diendéré, doivent répondre de la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. La nouvelle équipe gouvernementale tunisienne a été dévoilée ce lundi. Elle a été annoncée au lendemain d'une manifestation de l'opposition. Les détails dans ce reportage d'Africa News. Après 11 semaines d'attente, la Tunisie a un nouveau gouvernement. Il succède à celui d'Hichem Mechichi, limogé le 25 juillet. La formation de l'équipe dirigée par Najla Bouden, nommée au poste de Premier ministre fin septembre, a été annoncée lundi par le président tunisien. Kais Saïed a salué la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Le Premier ministre a été désigné, ce qui fait d'elle la première femme Premier ministre en Tunisie, mais aussi au niveau des pays arabes. C'est un honneur pour les femmes tunisiennes qui ne sont pas des produits de beauté qui rendent les institutions ou les institutions parlementaires plus belles. Nous ne sommes sous le mandat de personne, mais comme la Constitution prévoit un gouvernement, celui-ci a été formé et sa formation a été plus rapide que les opposants ne l'avaient prévu.
Des opposants qui ont manifesté la veille de la formation du nouveau gouvernement contre ce qu'ils appellent le coup de force du président tunisien. Kais Saied avait pris le contrôle de l'ensemble de l'appareil de l'État le 25 juillet. Des pluies torrentielles se sont abattues sur une province du nord de la Chine, touchant plus de 200 000 hectares de terres agricoles. France 24 pour ce reportage. C'est une campagne quasiment noyée sous les flots. La conséquence de pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la province du Shanxi, au nord de la Chine. Principalement touchées, ces terres agricoles. Près de 200 000 hectares ont déjà été détruits. Les habitants de la région, habitués à un climat plutôt sec, ont été pris par surprise. En 5 jours, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie. Ici, on construit une digue avec des sacs de sable pour tenter de sauver les rares terres qui n'ont pas été inondées. Un premier bilan gouvernemental fait état d'au moins 120 000 personnes évacuées et 1,5 million touchées au total par ces intempéries. Les sinistrés sont pris en charge par des associations caritatives dans les villes les plus proches. D'après l'agence météorologique locale, de nouvelles précipitations importantes sont à prévoir. Nous vous quittons sur ce focus consacré à l'Assemblée générale de l'ATK, l'Association des terriens du Kwilu, relative à la révision de la loi 21, dite loi Mabiala, tenue ce vendredi 8 octobre, sous la présidence de Mwenzinga Alfred, président de l'Association des terriens du Kwilu et vice-président de la Fédération des terriens du Kwilu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Depuis le constat par les terriens des failles des sessions de reconnaissance des terres coutumières par la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières, l'Association des terriens du Kwilu ATK organise une série d'assemblées générales avec les mandataires généraux et responsables des familles propriétaires des terres coutumières de Pointe-Noire et du Kwilu pour dénoncer les limites de la loi 21-2018 du 13 juin 2018 dite loi Mabiala, qui est l'instrument de travail de la Commission de reconnaissance. Ici, les terriens du Kwilu entendent faire des propositions concrètes en vue non pas de l'abolition de la loi Mabiala, mais de l'amendement de cette nouvelle loi foncière pour que vive la justice foncière. 1. La commission a proposé la propriété des terres coutumières doit être prouvée par leurs détenteurs. Nul ne peut jouir des terres coutumières s'il ne dispose des terres coutumières qui ne font l'objet d'aucune contradiction. Attention, pour ce dire, il faut obligatoirement qu'il y ait un travail une étude préalable pour déterminer d'abord, premièrement, la terre comme telle, la zone d'occupation d'un terrien donné. Deuxièmement, déterminer les véritables limitrophes de cette terre. Parce qu'on a vu maintenant des limitrophes créés de toutes pièces qui viennent faire des déclarations qui n'ont rien à voir avec la vérité. Parfois, celui qui lève le doigt pour dire non, nous ne le connaissons pas, il n'est pas terrien. Et c'est quelqu'un qui a 5 km de la terre en présence. Et il n'est même pas limitrophe. Ce sont des limitrophes financiers. Comment est-ce que l'État, notre État, qu'on qualifie souvent de mauvais gérant, va être propriétaire des forêts, et cela à la 2021e année de l'existence des forêts, depuis toujours propriété des familles terriennes? Ça va se passer comment avec nos commis de l'État? Les forêts seront vendus par eux, les hommes de l'État. L'État ne viendra pas vendre, l'État est une personne morale. L'État, y compris toi aussi et moi. Est-ce que nous serions là-bas quand ils vont vendre ça? Voilà encore une affaire que vous ne pouvez pas croire. Lui, il sait qui est parti depuis longtemps, qui a fini, veut dire, sa loi depuis 21 ans sur les 3 coupes. 21 ans parce que 3 x 7, 21. Alors, qui va encore émerger. Demain matin, quand on va encore à la reconnaissance des terres, on nous dit, ça c'est la zone de l'État. Un tel n'est pas là, un tel ministère n'est pas là. Voilà, ça, qui se dit ça, c'est le ministre. Abandonné déjà, ce sont des repousses. Tout ça, c'est pour prendre, veut dire, en otage les terres des terriens. Autre assemblée générale, autre décor.
Le 8 octobre 2021, les mandataires généraux et responsables des familles propriétaires des terres coutumières de Pointe-Noire et du Kouilou se sont encore retrouvés pour suivre au pas le travail de la commission mise en place par l'Assemblée générale de rédaction des articles à amender dans la loi 21 des différents documents ébauchés qui vont accompagner le plaidoyer des terriens du Kouilou relatif à la révision de la loi Mabiala et leurs différentes destinations. Pour ce qui concerne les destinations, on vous dit que tous les documents là, le compte rendu, les recommandations, la déclaration et la lettre aux administrateurs locaux, nous allons envoyer ça, 1, à la Fédération des terriens du Congo, 2, au comité d'honneur, parce que la Fédération des terriens du Congo a un comité d'honneur. Aussi, nous allons envoyer ces documents-là auprès des 2 préfets, après auprès des 7 chefs de district et aussi les administrateurs maires des arrondissements. Encore, nous allons envoyer ce document justement au tribunal de grande instance, à la cour d'appel de Pointe-Noire, chez le commandant de zone, à la DST, au conseil départemental du Kouilou, au conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, à la direction départementale de la police nationale et à la région de gendarmerie, à la cour royale et au conseil des sages. Maintenant, au niveau de la fédération et au niveau du comité d'honneur, je crois que ce sont ces documents-là qui seront traités avec le bureau coordinateur national et le bureau du comité d'honneur pour que ces documents montent au niveau de la primature, au niveau du gouvernement, au niveau de la Cour suprême et au niveau de la présidence. Pour le président de l'association des terriens du Kouilou, par ailleurs vice-président de la Fédération des terriens du Congo, Mwenzinga Alfred, la légitime revendication de la révision de la loi Mabiala va être menée à 3 niveaux. Le travail est fait. Il est fait. Le secrétaire général vous a parlé. Nous avons une bagarre. Et cette bagarre-là est à 3 niveaux. Et à 3 niveaux. Il y a le niveau administratif, il y a le niveau judiciaire et il y a le niveau, ce qu'on appelle des médias. Vous avez entendu la lettre que moi j'ai adressée aux administrateurs là. Un administrateur autonome pour aller faire les actes de naissance des enfants. Toi tu détournes la page pour aller vendre les terres. C'est vous qui leur donnez ça. C'est vous. Vous dites moi ici, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous savez, parce que l'administrateur qui vient chez vous, il arrive. L'administrateur veut la tranquillité dans son secteur. Il veut qu'il reste tranquille. Mais vous, lui miroiter veut dire ce qu'on appelle la façon de gagner de l'argent illicitement. Maintenant, l'administrateur qui ne gagne pas beaucoup d'argent, il va faire quoi? Il va s'aligner avec vous, non? Pour chercher quelque chose à manger. Vrai ou faux? Vrai. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Nous avons écrit la paix dans la justice et non dans l'injustice dans la paix. Les terriens du Kouilou ont unanimement conclu que sans amendement de la loi Mabiala, donc la prise en compte du droit coutumier dans cette loi moderne, pas de cession de reconnaissance des terres coutumières. Vu les menaces, tant que le problème de terre au Kouilou ne trouve pas, veut dire ce qu'on appelle le bon sens, nous refusons la reconnaissance. Fini. Depuis que vous êtes né, où est-ce que vous avez trouvé venir ce qu'on appelle les emprises là, prendre 300 mètres carrés? 300 mètres. Non, ne dites pas non, c'est ce qui se fait. 300 mètres. Cela veut dire que de la grande route là où vous êtes, il faut aller 300 mètres de l'autre côté, 300 mètres de l'autre côté, ça fait 600 mètres. Quelle est cette route là? Même les boulevards de France ne sont pas comme ça. Ça, c'est avant même qu'on puisse reconnaître votre terre. Il faudrait que l'État prenne ça. 300 ici, 300 ici, ça fait 600. Non, quand on arrive en forêt, ça c'est tant pis pour toi. Suivez. Quand on arrive en forêt, c'est tant pis pour toi. Toute la forêt, ce n'est pas pour toi. Même là où tu coupes les noix, c'est pas pour toi.
La rivière là où ta mère était en train de pêcher, ce n'est plus pour toi. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, entre toi, une autre personne qui sort d'ailleurs, et moi, qui connais plus les scènes de ma mère. Mwenzinga Alfred, en patriarche de la coutume foncière au Kwilu, ne ménage aucun effort, toutes les fois que cela est possible, d'interpeller les terriens véreux. Car, dit-il, les acquéreurs ne viennent pas pour acheter des litiges fonciers, mais des terrains pour habiter. Aux terriens de partout, les acquéreurs qui viennent acheter les terrains ne viennent pas acheter les affaires. Ne viennent pas acheter les litiges. Ils viennent là pour venir acheter des terrains. Donc évitons. Évitons de faire ce que nous sommes en train de faire. De vendre un terrain à plusieurs personnes. Ça, c'est une faute pénale. C'est un vol. C'est un vol. Parce que le seul terrain, vous vendez à deux personnes, ça ne va pas. L'oncle vient vendre le même terrain. Le neveu vient vendre le même terrain. Le petit-fils vient vendre le même terrain. Alors que dans la vente, là, vous avez ce qu'on appelle le plan. Voilà. Et puis ceux qui achètent aussi. Lorsque vous trouvez que le terrain qu'on vous présente donne déjà ce qu'on appelle les signes d'occupation. Mais n'achetez pas. Hein? Pour l'association des terriens du Kwilu, toute la loi Mabiala n'est pas mauvaise du tout. Surtout qu'elle prévoit des sanctions coercitives pour les terriens véreux. Mais le mal est dans le fait que la voie du droit coutumier n'a pas été prise en compte lors de la confection de cette nouvelle loi foncière. Fumutoto! Fumutoto! Fumutoto!